Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre émission de ce mercredi soir. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Il va sans dire que c'est toujours un véritable plaisir que de vous retrouver malgré ces chaleurs très élevées en ce moment sur notre région, comme dans un grand nombre de régions. La nuit a été très courte. Et puis on essaye de supporter au mieux cette chaleur, et c'est vrai que les conseils prodigués par Joël ce matin dans son émission Regard intuitif sont fort utiles par les températures qu'il peut faire. Bon, on va pas se plaindre, on est en été, bien que Béphémerde nous parle de canicule, d'un été exceptionnel. Non, ça s'appelle l'été tout simplement. Bon, après c'est vrai qu'on passe quand même d'un printemps pourri à un été super chaud, mais on va pas se plaindre parce que de toute façon, dites-vous bien que d'ici quelques semaines, on va arriver en automne et puis on va commencer à avoir de la pluie encore pour changer. Et on va se plaindre parce qu'il pleut, et on va se plaindre après parce qu'il fait froid, maintenant on se plaint parce qu'il fait chaud, donc on se plaint finalement tout le temps. Faut dire que les organismes aussi sont mis à rude épreuve, ça je suis le premier à vous le dire assez régulièrement, mais en se désaltérant, en s'hydratant plutôt bien, bon, ça va, on le fait avec, on n'a pas le choix de toute façon, et c'est quand même aussi une occasion, on va regarder le bon côté des choses, surtout pour celles et ceux qui sont en vacances, qui ont du temps, peut-être de pouvoir sortir, retrouver de la fraîcheur dans la nature, en forêt, dans les jardins et les parcs publics aussi. Il y a de très jolies balades à faire en ce moment. Bon, le tout c'est de pas partir comme ça sur un coup de tête, bien prévoir à boire et pour ne pas choper une insolation. Ça c'est important. Voilà. On va dire encore que je parle trop, mais c'est pas grave. Comme vous le savez, c'est ma manière aussi de m'ancrer. Je voulais faire un petit clin d'œil tout particulièrement à Dom la voyante qui m'a laissé un très gentil message en privé suite à la vidéo consacrée donc à Madame Céline Dion. Donc Dom, si jamais tu regardes cette émission, je te fais des gros bisous, merci infiniment pour ton message, et puis notre conversation, notre échange de ce midi m'a fait énormément plaisir. Ouais, je dois le reconnaître. Donc vraiment, j'étais très touché par ta démarche, et un grand merci à toi. Avant que nous ne commencions, je tenais à faire une petite, à vous passer une info. Vous allez voir, ça va être rapide. Comme vous le savez, avec Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, son mari Bruno Pitch, nous avons co-créé l'oracle des temps mécaniques que vous retrouvez dans les émissions de Joël. Et comme vous le saviez, il y avait une offre promotionnelle, donc offre de lancement qui était valable jusqu'au 14 juillet. Désormais, l'oracle est passé à un coût, alors qui peut sembler peut-être important pour certains. Dites-vous que dessus, on ne gagne que 10 € par oracle, donc on a fait en sorte quand même de pouvoir le rendre le plus accessible possible pour vous. Vous pouvez encore bien sûr le commander. J'ai reçu un message ce matin pour savoir d'une personne qui me demandait s'il était trop tard ou non pour commander l'oracle. Non, il n'est absolument pas trop tard. L'oracle, vous pouvez vous le procurer. Cécile vous a expliqué les soucis que nous rencontrons par rapport à la livraison justement des livrets, mais ce que je tenais à vous dire, il est parfaitement inutile de contacter Cécile de ma part en lui disant que vous venez justement de ma part et que de ce fait vous avez le droit
à une offre de 10% sur le prix de l'oracle. Il n'en est pas question, sans quoi je vous en aurais parlé. J'étais extrêmement surpris d'apprendre que certaines personnes s'étaient permises de contacter Cécile, lui expliquant donc qu'il venait de ma part et que de ce fait, ils avaient droit à 10% de remise. En aucun cas, cette information est juste. Cette information est non. Donc, s'il vous plaît, évitez d'envoyer des messages à Cécile pour l'oracle en lui disant que par mon intermédiaire, vous avez le droit à 10%. Ce n'est pas le cas. Je ferme la parenthèse. Ce soir, on va s'intéresser au souterrain de Paris. Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Quand je parle des souterrains, je parle pas forcément de tout le réseau des transports en commun. Je parle pas non plus des égouts de Paris. Mais vous avez été nombreux justement à me dire qu'il existait à Paris des galeries souterraines qui étaient reliées et qui formaient finalement un réseau de galeries. Et donc on va voir justement si c'est le cas ou non, puis on va essayer de voir ce qui s'y passe, si réellement il existe donc ce réseau de galeries. On va voir ce qui s'y passe, on va essayer de voir les énergies qui sont présentes à l'intérieur même de ces galeries, de ces tunnels. On va regarder tout ceci. Pour commencer, on va déjà reprendre Michael. Bonjour Michael, j'espère que tu vas bien depuis hier. Est-ce que je pourrais avoir un oui s'il te plaît Michael? Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un non? Ok, merci. Est-ce que je pourrais avoir un peut-être? Super. Est-ce que je pourrais avoir maintenant question mal posée? Parfait. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que tu veux bien travailler avec nous aujourd'hui sur le sujet des galeries, des souterrains parisiens, s'il te plaît? Oui, merci infiniment. Donc la première question que je vais te poser, existe-t-il à Paris des tunnels autres que les tunnels, comment je pourrais dire, que les tunnels réservés, construits, aménagés pour les transports en commun? Existe-t-il d'autres galeries que celles des transports en commun et des égouts? Ok, donc Michael me dit oui, qu'effectivement il y a bien des tunnels en dehors de ceux réservés à la RATP et aux égouts de Paris. Très bien. Ces tunnels sont-ils reliés en réseau? C'est-à-dire, ces tunnels communiquent-ils les uns avec les autres? Oui. D'accord. Ok. Ces tunnels sont-ils... y a-t-il une activité humaine à l'intérieur de ces réseaux, de ce réseau, de ces galeries, de ces tunnels? Oui. Ok. Ok, donc hypothétiquement, il existe bien un réseau de galeries sous Paris qui ne sont pas celles et celui des transports en commun et des égouts de Paris, donc, et dans lesquels il y aurait justement une activité humaine, donc présence humaine dans les réseaux. On va, ou dans le réseau,
hein. On me montre en même temps une forme de toile d'araignée où tout est interconnecté. Donc forcément, il doit y avoir des entrées, il doit y avoir des sorties aussi. On va voir si ça communique sur des lieux stratégiques dans Paris. Puis on va essayer de comprendre et de voir justement ce qui s'y passe à l'intérieur même de ces réseaux. Pour ça, je vais, comme vous avez vu, j'ai déjà pris un premier tas de mon oracle. Oh, déjà j'ai la carte des enfants qui ressort ici, de la sorcière, donc de la connaissance du savoir. D'accord, là j'ai la carte des vacances. Ok, donc on me parle bien de cet été, hein, ou des vacances. En plus on est en pleine vacances scolaires. J'ai aussi la référence aux enfants, la référence de la connaissance ancienne. Donc on peut me dire que ces réseaux sont particulièrement anciens, ne sont pas récents, et puis c'est quelque chose qui peut se savoir déjà depuis un certain temps. Maintenant j'ai quoi? J'ai la carte de la bénédiction, hein, par Yeshua qui nous tend, qui nous ouvre grand les bras, et on nous parle en même temps d'une forme de vie.russe ici au niveau du cerveau. Ok, le cerveau. Est-ce que le cerveau est à entendre comme la représentation peut-être d'un ou de plusieurs responsables de ces galeries? On nous dit c'est le cerveau, c'est celui qui est à la tête, c'est celui... ok. Et on est là dans un cerveau, je dirais, quelque peu empreint de toxicité par l'association à la carte du vie.russe. C'est bien ça? Ok. La carte de la sorcière nous indique que c'est quelque chose que l'on sait, ou qui se sait. Alors peut-être que certains d'entre vous ont beaucoup plus de savoir, de connaissances par rapport justement à ce sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir vos points de vue sur la question et sur les sujets que je peux traiter. Même si l'émission d'hier n'a pas... vous avez été... quasiment 600 à voir l'émission. C'est vrai que je m'attendais un peu à plus, hein, mais bon, c'est pas très grave. Et comme j'ai toujours dit, même s'il n'y avait que 2 personnes qui regardaient au quotidien la chaîne, je continuerai de faire ces émissions pour ces deux personnes. Bon, après, il y a peut-être aussi le fait que la vidéo était beaucoup plus longue, hein, que d'habitude, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à rester sur un timing court, puisque c'est pas du tout ma manière de travailler. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit au niveau donc de ces fameuses galeries? On va commencer par une coupe. Toi tu restes là, une coupe ici. Qu'est-ce que l'on nous dit dessus? Alors, décidément, cette carte-là me pose question. C'est pas la première fois que nous l'avons. Elle ressort encore ici, la carte vegan. Alors, attention, je ne voudrais en aucun cas offenser les véganes qui regardent cette émission. Les véganes va déjà nous apporter une information importante. On nous parle de nourriture, hein. On nous parle également d'une certaine vision, d'une certaine approche dans l'alimentation, avec toute une philosophie, un savoir, une connaissance. Et la carte vegan donc nous parle peut-être aussi des galeries existantes dans lesquelles sont cultivés les véritables champignons de Paris. Donc il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être une activité dans les galeries, dans les souterrains par rapport à la culture des champignons de Paris. Est-ce que tu peux ou non infirmer ou confirmer ce que je viens de dire? Est-ce qu'il est fait référence ici à la culture des champignons de Paris, même si les 3/4 viennent
de l'étranger, mais je pense qu'il doit y avoir encore des galeries dans lesquelles les champignons de Paris sont cultivés. Le rapport aux légumes, hein, donc c'est bien ça, ok. Et puis il y a un rapport aussi à l'alimentation non animale, hein. Et là on me parle de la planification, des travaux, du plan, hein, ok. Donc là peut-être que l'on me montre aussi le plan finalement des réseaux, des galeries souterraines existantes dans Paris. On va voir, hein. Bon, là on parle de planification en tous les cas, de projet, et on voit bien qu'il y a quand même une force vive, une force active dedans. Bon, ici on parle de poison par contre, hein. On est déjà plus sur la même... on me parle de poison, d'accord. Pourquoi de poison? Et des flammes, ok, du feu. Est-ce qu'on est sur deux types de galeries complètement différentes? Une qui serait et qui aurait pour objet les cultures champignonnières, oui, et l'autre qui aurait pour qui aurait une fonction beaucoup plus pernicieuse. Ok, bon, alors le feu, les flammes, d'accord, et le poison. Donc flamme peut être générée aussi par l'utilisation de poison. Donc il pourrait y avoir une forme d'émanation aussi. Et est-ce que ces émanations, même produites dans les galeries, peuvent avoir un impact au niveau environnemental et au niveau de la culture justement des champignons de Paris? Oui, ok. Et on est donc sur un oui. Les flammes, on est aussi dans le chaos, quelque chose qui ressemble à la destruction, hein, donc les flammes, et en plus les flammes qui se situent dans le sous-sol vont justement évoquer l'image que l'on a tous, hein, j'imagine, à savoir les flammes de l'enfer. Donc il peut y avoir un enfer en même temps existant pour certaines personnes au niveau des galeries. Maintenant, si c'est le cas, il doit bien y avoir des extractions quand même, hein, parce que la fumée, il faut bien qu'elle sorte quelque part. Est-ce qu'il y a eu par le passé aussi des incendies à l'intérieur même des galeries produisant un gaz peut-être toxique pour l'homme, ayant un impact sur les cultures, et peut-être sur les champignonnières? Ça, c'est fort possible. Le champignon, quelque chose qui est cultivé. On nous dit bien qu'il y a un rapport également avec l'alimentation. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les galeries, s'il te plaît? On va prendre ici tout. Je vais mettre ça comme ça je vais pouvoir me servir. Là aussi, je vais rebattre les cartes et on va y aller par... On a déjà la carte du labyrinthe. On nous dit que les tunnels de Paris peuvent être un véritable labyrinthe et que l'on pourrait peut-être aussi perdre facilement par rapport on pourrait s'y perdre facilement pour qui descendrait justement dans les profondeurs de la capitale
Et c'est vrai que chaque année, il y a des personnes qui peuvent se perdre hein, dans les dédales, ok. Bon, je crois qu'il y avait eu déjà des précédents, hein, des personnes qui s'étaient perdues justement dans les tunnels parisiens. Ok. Alors, on parle de tunnel, donc s'il y a une entrée, il y a une sortie. En quoi cela est un labyrinthe et quelle est la fonction précise justement de ce labyrinthe. On va le faire en 5. Comme vous le savez, c'est une forme de tirage que j'apprécie particulièrement. 4 et un 5. Touc. Ok. Alors, un labyrinthe, pour celui qui pourrait s'y risquer. Après, ça peut être aussi la représentation finalement d'une forme de confusion. On ne sait plus, tout est fait finalement pour brouiller un petit peu les pistes, pour vraiment brouiller, je dirais, parasiter nos repères. Peut-être aussi notre manière de penser, on n'est pas sur de la fluidité, puisqu'il y a vraiment ici tout un dédale, et en même temps on voit que c'est quelque chose de relativement important, de relativement grand, et j'ai bien une personne au milieu de tout ceci. Là on nous parle des pièces du puzzle. Qui pourrait représenter une forme de résolution, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, résoudre. Pourquoi résoudre? Qu'est-ce que l'on résout en même temps? Et on pourrait, je sais pas, on m'envoie sur une notion de clé. Alors c'est assez curieux parce que finalement les guides me montrent l'image de la clé, comme si certaines personnes finalement détenaient les clés pour pouvoir accéder à ces labyrinthes. Et on a bien quelque chose qui s'emboîte, c'est-à-dire qui relie et qui s'harmonise. Hein, toujours avec cette notion en même temps de je possède la pièce. Donc certaines personnes peuvent avoir des éléments justement de compréhension, peut-être certains historiens, certaines personnes qui s'intéressent depuis un certain nombre d'années justement au tunnel labyrinthique parisien. C'est fort probable. Nous avons après quelque chose en rapport avec la presse, c'est-à-dire que par rapport à ce que j'évoquais, c'est très certainement aussi un sujet qui s'est retrouvé traité à plusieurs reprises dans la presse. Il y a peut-être justement des éléments de compréhension aussi par ces deux pièces du puzzle à retrouver dans les archives, à retrouver dans la presse. La presse peut nous dire aussi que nous parlons actuellement du tunnel, et là j'ai l'image finalement qui a été employée soi-disant de l'art à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques, qui montrait un personnage emmener des enfants sur une barque. C'est quelque chose qui a profondément choqué. On sait pourquoi quand on comprend justement toute la signification. Bon, là, on est bien sur la presse étrangère qui relate des faits en rapport avec le tunnel, qui passe également sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc là, on est bien sur ce sujet, et on nous dit en même temps que c'est extrêmement chaud et que l'on est sur un sujet, je dirais, brûlant. D'accord, donc on va essayer de comprendre pourquoi ce labyrinthe, finalement, je reviens à ça. On ne nous dit pas ce qui s'y passe, on nous dit juste que c'est un sujet qui a déjà été et qui est traité par la presse, relayé par la presse, par les réseaux sociaux, et on est sur un sujet brûlant compte tenu bien sûr de l'actualité.
Et puis on est en été en même temps, donc on est bien, hein, la chaleur qui est à prendre au sens premier du terme, mais qui est aussi à mettre en rapport avec la saison chaude, donc l'été. Ok. Alors, le labyrinthe, bon, j'ai encore la presse qui est là. Hein. Est-ce qu'il y a une découverte à venir par rapport à ces fameux tunnels? En tout cas, j'ai la presse, les journalistes qui sont présents pour relayer les faits aussi. Est-ce que ces journalistes sont intègres et objectifs dans leur fonction, ou est-ce que justement ils sont aussi au service du narratif officiel pour apporter, je dirais, des contre-vérités et créer une forme de dédale dans lequel on s'y perd, puisqu'on ne sait plus justement à qui pouvoir faire confiance. Bon, là on parle de la maison, donc c'est un lieu. Hein. La maison est à mettre en corrélation avec les entrées et les sorties. Peut-être dans certains lieux stratégiques dans lesquels il pourrait y avoir des entrées menant justement au tunnel. La maison, les foyers, d'accord ? Là, les deux pièces qui se rejoignent, c'est qu'il peut y avoir d'une certaine manière un accès qui va être concordant pour pouvoir assembler, donc c'est-à-dire cette entrée qui pourrait se faire à l'intérieur même de la maison. J'ai voulu quelque chose d'assez joli, j'ai voulu un cottage anglais, mais qui va représenter bien sûr la maison, les lieux, les édifices. Et on a en même temps la présence des journalistes. Donc, d'accord. Pour moi, il y a quelque chose à venir en même temps concernant les tunnels. Il y a peut-être une découverte brûlante à venir en lien avec le sujet que nous traitons. Oh, bah regardez, j'ai le lieu et puis là j'ai celui dont on parle depuis samedi, hein, le Petrus Romanus, avec là j'ai les clés, hein, les clés du Vatican. Donc on pourrait me dire que ce réseau finalement pourrait être beaucoup plus grand que ce que l'on pourrait penser. Y a-t-il, ça me paraît quand même surréaliste, mais y a-t-il la France et l'Italie, plus particulièrement Rome et le Vatican, sont-ils reliés par voie souterraine ? Et là, on me dit oui. Ça me paraît énorme. Donc ça voudrait dire que ce réseau... C'est un accès continu entre Paris et Rome ou non ? Non. Ok. Mais il y a bien un accès entre la France, peut-être le sud de la France, et Rome, le Vatican. C'est curieux parce que finalement le pape, dont on attend désespérément, on a même fini d'attendre ses déclarations, ressort ce soir dans le sujet. Donc c'est ok. Est-ce qu'il y a des révélations à venir justement sur lui par rapport à son appartenance? Là, on est sur un chemin obscurci par les nuages, d'accord. Chemin compliqué, chemin obscurci, un obscurcissement de la situation. Ok. Et j'ai les compétences qui ressortent. Et on peut me parler des autorités compétentes.
on me dit que à l'intérieur même de ce circuit constitué de tunnels reliés les uns aux autres, formant un réseau, il y a suffisamment d'énergie. Ah, mais attendez, parce que je pense à autre chose également. Le lieu ici, associé au pape, fait-il référence à Notre-Dame? Y a-t-il une entrée secrète, un accès au niveau des souterrains par Notre-Dame? Nous sommes d'accord que cet accès ne donne pas sur les cryptes uniquement. Ouais, c'est bien ça, effectivement. Donc, on nous dit hypothétiquement que la France peut être reliée au Vatican par voie souterraine, que à l'intérieur même de Notre-Dame, il y aurait, en plus des accès Je suis en train de chercher mes termes avec la chaleur, c'est terrible. Un accès justement donc aux cryptes, il y aurait un accès aux souterrains secrets. Donc il y aurait des passages secrets. Est-ce que le Vatican est relié justement à d'autres endroits stratégiques de Paris? Des endroits peut-être même historiques. Oui. Ok. On continue. J'aimerais bien savoir. Donc, on peut me dire que le pape a connaissance précisément de ces souterrains et de cette entrée, de cette voie de communication à l'intérieur même de Notre-Dame. Les compétences. Ah ben là j'en ai deux qui viennent, donc je vais les prendre. Alors on parle de quoi? On parle des places de... On parle des terrasses de café. Donc là c'est bien le monde qui existe sous les terrasses, sous l'extérieur. Donc il existe un monde effectivement sous la ville finalement. Et peut-être même passant sous des lieux fréquentés en temps normal. J'ai quoi ici? J'ai quelqu'un qui travaille activement, un bourreau de travail. Peut-être quelqu'un qui a consacré sa vie justement à étudier les tunnels, les réseaux. Quelqu'un qui travaille activement justement à quelqu'un qui est vraiment engagé dans le décryptage, dans les études en tout cas de ces réseaux. Bon là j'ai l'ange aussi qui est bel et bien présent, d'accord, avec les super-héros. Ok. Et j'ai bien le rapport à la religion par la sœur et la gratitude. Ok. Bon, et ben ça se complique un petit peu parce que je vois pas très bien où on veut m'emmener. Je vais essayer de me concentrer, je vais essayer de comprendre pourquoi il y aurait de la gratitude envers les sœurs par rapport à leurs compétences. Est-ce que finalement il y a une forme de dévotion par rapport aux sœurs,
on parle des sœurs de la charité, c'est assez... les sœurs de la charité, c'est curieux parce que... D'accord, et là j'ai un super-héros. Quelqu'un qui peut être, par rapport à ce chemin qui s'obscurcit, qui peut avoir une action plutôt angélique, qui est bienfaisante, qui regarde en plus du côté de la sœur. Donc est-ce que ça veut dire que finalement la sœur est à prendre dans le sens du clergé, le clergé qui aurait connaissance finalement de ces réseaux souterrains existant donc sous Paris, sous la capitale, pour lesquels il y aurait une forme de gratitude par rapport à un secret qui serait conservé. Donc est-ce qu'on n'aurait pas encore une fois affaire au mutisme finalement religieux sur la question? Elles savent mais ne disent rien. Ou est-ce que en même temps ce sont des lieux qui servaient il y a des centaines d'années à des cultes païens en lien avec peut-être les dieux grecs ou les dieux le culte celte. On parle du culte celte qui aurait été investi justement par l'Église catholique. On sait d'ailleurs que Notre-Dame a été construite sur l'emplacement d'un ancien temple païen. Donc ça repris par la religion, oui, par la religion catholique, il a fallu construire. Donc, au cours de l'histoire, est-ce que finalement l'Église catholique ne s'est pas emparée de certains lieux afin de pouvoir afficher une forme de puissance, de supériorité, et en faisant disparaître toute forme de lieux qui étaient utilisés à l'origine pour un culte autre que celui de la religion catholique. Le pape, à mon avis, détient aussi, enfin le pape, oui, parce que c'est lui qui est pape aujourd'hui, pourrait détenir au sein même des caves du Vatican des éléments de compréhension, des éléments qui pourraient être édifiants, extrêmement chauds, hein, c'est ce que l'on nous dit ici, concernant l'existence de ces tunnels. Est-ce que en même temps les sorties ou les entrées des tunnels ne concernent pas ou ne sont est-ce que ces tunnels, enfin les entrées et les sorties des tunnels ne coïncident pas avec ou dans des sites religieux au niveau de la religion catholique? On va regarder ce que l'on peut nous dire. Bon, là j'en ai encore deux. Mais j'ai quand même quelqu'un qui travaille activement sur la question. Donc à mon avis, ce sont les historiens aussi qui détiennent une part de connaissance, de savoir par rapport à tout ça. Alors, on parle de quoi? Là, on parle de l'ADN. Ok, l'ADN humain qui se trouve à l'intérieur même des tunnels. Le brun, l'ADN, ok. Là, j'ai l'agression. Est-ce qu'il se passe justement des actes violents dans les tunnels parisiens?
Ok. Pourquoi vous me parlez d'un inspecteur de police qui a travaillé justement à décrypter certaines agressions? En plus, j'ai un escalier, j'ai l'impression il y a vraiment des personnes qui ont été emmenées de force dans ces tunnels. C'est ça ou non? Ok. Ah, mais c'est un grand oui, hein. J'ai quoi ici? Là, on me parle encore des transports en commun, effectivement. Est-ce qu'il y a un accès, finalement, ou des accès qui, qui peuvent se faire par certaines stations de métro? Ok. Il y a eu des disparitions au niveau des transports en commun, des personnes qui n'ont jamais été retrouvées? On est sur un oui. Ok. Cet homme qui travaille justement sur la disparition de ces personnes ou ces personnes qui ont disparu justement de la circulation, a-t-il ou consacre-t-il sa vie à pouvoir justement recueillir un certain nombre d'éléments pouvant illustrer et permettant de comprendre précisément ce qui se passe au niveau des souterrains parisiens? Oui, ok. Est-ce que cet homme a été agressé? Comme c'est curieux. On me dit oui, d'accord. Et cet homme a-t-il été retrouvé? Non. Ok. Il a été enlevé, me dit-on, car surveillé. Vous voyez, là, j'ai un déplacement. Quelqu'un qui travaille activement sur le sujet, qui pouvait se trouver à l'extérieur, qui a pris le métro, fait une mauvaise rencontre et qui a disparu à l'intérieur même du labyrinthe, qui était sous le lieu de là où il était avant d'emprunter les transports en commun. Ok, c'est quelqu'un qui travaillait sur le sujet. Et en même temps, on a une forme et on a vraiment l'influence de l'Église catholique sur des points d'entrée et de sortie menant à ces mêmes souterrains. D'accord. Un secret bien gardé, dont on pourrait retrouver la trace des éléments au niveau des caves du Vatican. Ok, là j'ai les oiseaux, donc ça parle beaucoup. Et on a du vol. Ok, le vol. Des choses qui sont subtilisées. Qu'est-ce qui est subtilisé? L'histoire même, vous voyez ce que je veux dire, l'histoire même de ces souterrains qui d'une certaine manière représentent aussi et qui font référence également, mais pas que. Alors attention, parce que je vais encore me faire taxer de ce que je ne suis pas, mais sur lesquels l'Église catholique aurait connaissance. Bon, bah là, ça tombe très bien parce qu'en même temps, j'ai les groupes secrets, hein, les organisations secrètes qui sont accusées. Il y a une accusation. Il y a peut-être des victimes de ces mêmes groupes, des victimes des personnes qui se trouvaient elles-mêmes dans les souterrains
qui pourrait passer aux aveux. Et c'est peut-être pour ça que nous avions justement aussi la carte des journalistes qui pourraient interviewer cette personne, donc diffusion au niveau de la presse par rapport à l'enfer qu'elle a vécu, quelqu'un qui a été à la fois également, elle est où cette carte, agressé, mais qui a réussi finalement à s'en sortir. Il y a une agression quand même. On a des choses. Est-ce que finalement, il ne pourrait pas y avoir des révélations de la part d'anciennes ou de personnes qui ont vécu elles-mêmes l'enfer, je dirais, des tunnels souterrains. Bon, à voir. C'est possible, non ? Je vais prendre maintenant le Dixit. On va essayer d'avoir des informations complémentaires. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire justement sur les tunnels, les réseaux souterrains? Bon, déjà, là, il y a des empreintes. On voit qu'il y a, à côté de l'empreinte humaine, on a des pattes d'ours, donc une forme de prédation. Et là, j'ai un ange en même temps qui tient en laisse, on voit la queue du diable. Donc des personnes qui ont fait une mauvaise rencontre par l'intermédiaire de personnes, je dirais, à qui on aurait peut-être donné le bon Dieu sans confession, mais qui finalement sont tombées elles-mêmes dans une forme de piège. Ok. Et l'ange me ramène encore une fois à la spiritualité, donc dans un sens large du terme, à la religion. Alors attention, je suis pas en train de blasphémer. Hein. Je pense que vous m'avez compris. Hein. Je parle pas de la foi individuelle. Hein. Loin de là. Je parle peut-être de passage, d'un savoir détenu en même temps par l'autorité que représente l'Église catholique. Et comme il y a depuis des années une forme d'omerta en même temps, donc du coup, ils se retrouvent eux-mêmes complices par le fait justement de ne pas parler, de ne pas s'exprimer sur la question. J'ai quoi là? Ok, là j'ai un cheval, j'ai une licorne en même temps. Ok, j'ai les arbres qui pourraient représenter aussi une forme de... J'ai l'ancrage qui est là. Réseau, ouais, un réseau racinaire, les racines des arbres sous les choses qui s'élèvent, qui sont construites, qui sont bâties. On parle de la croissance qui a demandé du temps, et en dessous, on peut très bien justement retrouver ce système labyrinthique par les racines même des arbres. Là, j'ai quoi? Ok. Santé, bien-être, l'ego, et puis là j'ai quelque chose qui concerne la terre, le monde. Ok, mais ça peut être aussi une entrée. Hein. Là, la terre, le monde. Ok. Qu'est-ce que tu as à me dire de plus? C'est un peu confus, je l'avoue, même moi, hein, parce que
Il y a des choses qui me surprennent. Et on pourrait justement, par l'intermédiaire de la licorne, nous dire que tout ceci n'est qu'un mythe, ou nous faire croire que tout ceci n'est qu'un mythe, alors que finalement, on a même des choses sous les yeux, et on les a tellement pas sous les yeux que finalement, on finit par on ne les voit pas. Là, j'ai quoi? J'ai quelque chose qui tombe. Là, c'est le jeu de domino. Qui tombe. D'accord. Qui représente aussi une forme de galerie. Bon, je pense qu'il y a des galeries qui se sont très certainement écroulées aussi. Hein, ou qui ont été écroulées pour cacher peut-être des entrées qui ont été comblées, tac, fermées, condamnées. Ok, là j'ai quoi? Bon, j'ai encore le train. Ok, mais qui n'est pas sans me rappeler non plus, par rapport à ce que nous évoquons, donc les réseaux, les transports, en commun. Pourtant, c'est à la campagne. Hein. Là, on parle de l'escargot. Quelque chose qui avance lentement. Il a fallu du temps pour construire ces tunnels en même temps. Là, j'ai quelque chose de correspondant à la pellicule. Donc, il doit y avoir de toute façon des archives quelque part sur le sujet que nous évoquons. Et on a le rideau qui s'ouvre sur le monde. Donc les révélations qui se font justement sur ce qui existe sur notre monde. Ça peut être aussi des révélations sur notre planète, hein, sur le monde. Et là, ça me parle d'autant plus, mais c'est pas le sujet de ce soir. Hein. On sait pas trop ce qui s'y passe. Hein. J'ai l'impression justement que les cartes nous envoient directement dans une forme de labyrinthe aussi, et qu'il y a des choses à prendre un peu comme un millefeuille, couche par couche, strate par strate, sujet par sujet, pour tenter justement de comprendre. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Les cloches, vous voyez, j'ai encore les cloches, hein. Avec les anges, la musique, l'harmonie. On nous dit que face aux faux prophètes, aux fausses personnes angéliques, les cloches ont aussi un pouvoir de guérison par leur musicalité, leur tintement, et que les cloches pouvaient servir très, très certainement aussi, ou pouvaient rentrer dans un processus de soins, de guérison, à l'instar justement des bols tibétains. Je ne serais pas surpris justement que les cloches aussi, certes, montrent un lieu, des lieux en rapport avec la religion, ou peut-être d'anciens couvents, d'anciennes abbayes, monastères également. On sait que Paris a eu une vie quand même religieuse très très riche, et qu'il y a très certainement aussi quelque chose à voir de ce côté-là, à mettre en rapport avec les tunnels. Là, on a quand même une symphonie. Hein. On a des éléments qui nous montrent aussi l'importance du pouvoir curatif, je dirais, prodigué par les cloches sur le monde. Dans certains processus. Bon, là, j'ai quand même un SOS lancé par rapport à la disparition d'enfants. Hein. Dans une bouteille, on lance un SOS, j'ai le désert,
hein, et j'ai des enfants qui se retrouvent embouteillés, si je peux dire. On parlait de l'ADN tout à l'heure, là on me parle de la bouteille, une forme d'élixir qui lui-même aurait, pour certaines croyances lucifériennes, du coup sataniques, la même vertu curative que celle des cloches. Mais on parle d'un mythe en même temps, hein, ou de quelque chose que l'on nous présente comme un mythe. Mais là, j'ai bien des enfants qui sont retenus, quelque part, coincés dans un goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui est fabriqué ici avec ces enfants? Là, on me parle, bon, là, j'ai les fonds. Hein, j'ai les fonds sous-marins, mais les fonds sous-marins, en même temps, j'ai un lit. Là, on pourrait me parler justement d'une forme de cauchemar. Non seulement ces enfants ont littéralement disparu de la circulation et sont à retrouver dans les profondeurs. Par contre, j'ai un rapport avec le lit, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais et là j'ai une bougie qui est là, ok, une qui s'éteint et une autre qui est allumée. Donc il y a bien un culte quand même voué à l'intérieur même de ces tunnels. Ok, j'ai encore les flammes hein, qui sont là, mais là on va voir. Je vais recouvrir ici rapidement. On est à combien? Je recouvrir rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire justement? Moi j'aimerais bien savoir. Donc il y a bien un rapport avec les enfants disparus et j'ai l'eau aussi. Donc est-ce qu'il y a en même temps des réseaux, des entrées qui se font par voie fluviale, ce qui n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est produit. Bon là j'ai quoi? J'ai quelque chose, la pêche. D'accord, on va à la pêche, l'hameçon. Donc là aussi, j'ai une forme de prédation par le pêcheur qui vient capturer justement les poissons. Et là, j'ai l'élixir. Donc j'ai des personnes, on parle de rabatteurs, rabatteuses, qui sont en charge de solliciter et d'hameçonner justement les poissons pour les emmener dans un lieu. Là, on me parle d'une ville existant. Hein. J'ai la solitude qui est là, et là, j'ai la ville, et j'ai encore la notion avec l'eau. Hein. Ok. Une ville. Il y a vraiment tout un monde qui est là. Bon, là, on parle. Ça peut être le grenier aussi. J'ai la robe, j'ai les valises. Ok. D'accord. Là, on me parle de quoi? D'un déménagement, quelque chose qui est en cours de déplacement et qui est dévastateur au niveau des foyers, puisque nous avons, voyez, la maison qui est secouée par la houle, par les vagues. Ok. J'ai bien quand même quelque chose qui existe sous la surface. Là, les greniers, ça me fait penser aussi, vous savez, aux choses que
l'on stocke, que l'on conserve. D'accord. Et là, j'ai une entrée. L'entrée qui se trouve, ou des entrées qui se trouvent, en même temps la connaissance, le savoir, l'entrée menant justement, ou les entrées menant à ce tunnel. Là, il y a quelque chose que l'on porte comme un fardeau. Vraiment. La détresse, la misère. Là, on me parle de l'hygiaphone, du cri, peut-être du cri d'alerte par rapport à des personnes qui pourraient se retrouver en situation de grande vulnérabilité par rapport justement au... je vais relever les cartes parce que vous ne les voyez pas en fait. Bon, là, j'ai le savoir, mais un savoir maléfique puisque j'ai aussi la flaque qui représente la tête de mort, donc qui n'est pas forcément positive, et donc il y a une alerte par rapport à l'utilisation de la magie noire également. Sous la surface, il y a des entrées. On a également les livres de la connaissance et les livres qui sont à mettre en rapport avec ce fameux grimoire. Et là, j'ai vraiment quelque chose qui... presque... Je vois... Bon, là, j'ai la clé. Les clés qui ouvrent le passage. Et on nous montre l'endroit. Vous voyez ? Là, on nous montre où aller chercher. J'ai un pirate. Et on pourrait peut-être très certainement évoquer le fait que à la surface, donc dans les rues, il y a des marques, peut-être un marquage au sol ou des indices qui pourraient nous montrer justement devant lesquels on passe. Mais quand on est à Paris, pour y avoir vécu quand même des années, je peux vous dire que on ne voit plus du tout Paris de la même manière. On passe devant des bâtiments, on ne fait absolument plus attention non plus à tout ce que l'on a sous les yeux. Pourtant, on a des indices qui nous montrent aussi et qui pourraient montrer soit le réseau en lui-même, soit des entrées marquées, un marquage au niveau des pavés. Mais on nous parle d'une forme d'instrumentalisation, de créativité. Bon, ils sont pas à court de... En tout cas, ils sont pas à court de créativité, ça c'est certain, pour relier, là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai les souterrains qui sont reliés par ce passage d'un lieu à un autre. Et donc en contrebas, on a justement ces fameux réseaux, ces fameux tunnels. Je pense que vraiment, il doit y avoir dans Paris même un certain nombre d'indices, un peu comme les coquilles Saint-Jacques qui nous indiquent le chemin de Compostelle. Je pense qu'il doit y avoir en même temps des indices qui nous montrent la réalité dans la matière visible je dirais des choses qui sont qui se passent dans les bas-fonds. Ok, là j'en plus, vous voyez, une porte qui mène sur, pour les enfants encore une fois, sur la cave, la descente. On descend justement, on descend dans ce tunnel. Ok, mais on n'y est pas invité, on y est, on peut y être forcé. Et ce qui pourrait expliquer aussi un certain nombre de disparitions annuelles. Bon, là j'ai quoi? J'ai la force du ninja, effectivement, qui joue avec les éléments. C'est une forme de vortex en même temps qui est là. On ne voit pas l'identité de la personne. Par contre, on nous parle de friandises, d'un monde. Je ne sais pas ce qui est promis aux enfants. Est-ce que les enfants, finalement, est-ce qu'on ne leur promet pas
un monde incroyable, un peu comme Hansel et Gretel, avec énormément de friandises. Et là, vous voyez, en tout cas, on est retenu captif, hein, parce que là, on a un sol aride, on a un arbre, et toute la pluie est retenue, suspendue aux branches, ce qui fait qu'elle n'alimente plus le sol. Alors, qui est retenu captif dans ces suspensions? Quelque chose qui est suspendu. La vie est suspendue dans ces tunnels. La vie des personnes qui se retrouvent elles-mêmes là, j'ai un poste d'observation sur le monde. C'est qu'on parle de Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris, quand même. Hein. Là, on parle d'un cadeau, quelque chose qui est transmis. Là, on me parle des personnes qui, finalement, sont prises dans une faille et dans une boucle temporelle, comme le poisson qui tourne en rond à cause de l'influence même des boîtes à merde. Et donc, qu'est-ce qui est transmise? Là, on nous parle bien de la manipulation, justement, aussi, au cœur même de la situation, l'abondance, les réserves. C'est comme si, finalement, on avait une notion d'enfermement, hein, d'abondance, qui nous serait qui ne serait pas à notre portée. Et on fait des réserves en même temps, encore avec les noisettes, l'écureuil qui fait ses réserves. J'irai pas jusqu'à dire que les tunnels peuvent servir aussi de lieu de réserve. Ça serait horrible cette idée, mais il peut y avoir. Je dis bien, il peut y avoir ce genre de choses. À voir, hein. C'est vrai que c'est un sujet riche, un sujet riche. C'est la moindre des choses que l'on puisse dire. Voilà pour ce soir. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. On se dit à demain 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et on se retrouve bien sûr demain dès 20h20. En attendant, belle fin de soirée à vous. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.